Destruction d'un cœur. Stefan Zweig. Pour ébranler irrémédiablement un cœur, le destin n'a pas toujours besoin de prendre un grand élan et de déployer une force brutale et brusque. Il semble que précisément son indomptable volonté formatrice éprouve un plaisir spécial à faire naître d'un motif futile la destruction. Dans notre obscure langue humaine, nous appelons ce premier contact sans gravité cause occasionnelle, et nous comparons avec étonnement son peu d'importance apparente avec les conséquences souvent formidables qui en dérivent. Mais de même qu'une maladie ne commence pas avec son diagnostic, de même le sort d'un homme ne commence pas au moment où il devient visible et où il se réalise. Toujours, dans l'esprit et dans le sang, le destin œuvre intérieurement, longtemps avant de toucher l'âme du dehors. Se connaître, c'est déjà se défendre, et la plupart du temps inutilement. Le vieil homme, il s'appelait Salomon Sohn, et il pouvait se parer dans son pays du titre de Geheimer Kommissionsrat, se réveilla la nuit dans cet hôtel de Gardone, où il avait accompagné sa famille à l'occasion des fêtes de Pâques. Une violente douleur venait de l'assaillir. Son corps était étreint par de fortes douves, et à peine si le souffle de la respiration pouvait sortir de sa poitrine oppressée. Le vieil homme s'alarma, car il souffrait fréquemment de crampes biliaires. Et c'était malgré l'avis des médecins qu'au lieu de la cure prescrite à Karlsbad, il avait choisi, à cause des siens, ce séjour dans le sud. Redoutant un accès de cette terrible affection, il tâtait anxieusement son corps obèse, mais ce fut pour constater bientôt, avec un grand soulagement, au milieu de sa douleur qui continuait encore de le tourmenter, qu'il avait seulement une pesanteur d'estomac, provenant sans doute de la cuisine italienne, à laquelle il n'était pas habitué, ou bien d'une de ces légères intoxications, comme les voyageurs là-bas en éprouvent souvent. Il reprit haleine et de sa main tremblante s'écarta, mais l'oppression durait toujours et gênait sa respiration. Alors, en poussant des soupirs, le vieil homme sortit péniblement du lit afin de faire un peu de mouvement. Effectivement, quand il fut debout, et encore mieux quand il se mit à marcher, la douleur s'atténua. Mais la chambre, entièrement plongée dans l'obscurité, n'offrait qu'un espace très limité. En outre, il avait peur de réveiller sa femme, qui dormait dans un lit jumeau, et de lui donner inutilement du souci. Aussi, il s'enveloppa d'un manteau de nuit, passa ses pieds nus dans des pantoufles et s'en alla, en tâtonnant avec précaution, dans le couloir pour y marcher quelque peu et apaiser son malaise. Au moment où il poussait la porte contre le couloir obscur, l'écho de l'heure qui sonnait au clocher passait par ses fenêtres larges ouvertes. 4 coups d'abord puissants et puis s'éparpillant mollement au-dessus du lac. 4 heures du matin. Le long couloir était complètement noir, mais par le souvenir très net qu'il en avait gardé de sa journée, le vieil homme savait qu'il était rectiligne et spacieux. Aussi, sans avoir besoin d'éclairage, il alla d'un bout à l'autre, en respirant fortement, et répéta plusieurs fois ce manège, en constatant avec satisfaction que petit à petit s'allégeait la pesanteur qu'il ressentait sur sa poitrine. Déjà il se préparait, presque complètement libéré de sa douleur par l'exercice bienfaisant, à regagner sa chambre, lorsqu'un bruit le fit arrêter, effrayé. Un bruit ? C'était plutôt un murmure, qui venait de quelque part tout près dans l'obscurité, murmure si menu et sur lequel pourtant il ne pouvait pas se tromper. Quelque chose craqua dans une charpente, quelque chose murmura, bougea et pendant une seconde découpa, par la porte étroitement ouverte, un mince cône de lumière à travers l'informe obscurité. Qu'était cela ? Involontairement, le vieil homme se serra dans un coin, nullement par curiosité, mais simplement sous l'impulsion du sentiment de honte, facile à comprendre, qu'il éprouvait à la pensée d'être ainsi surpris à déambuler la nuit si bizarrement. Pourtant, presque malgré lui, dans cette unique seconde où l'éclat électrique traversa le couloir, il avait cru s'apercevoir que de la chambre d'où venait la lumière sortait avec prudence une forme féminine, vêtue de blanc, laquelle disparut à l'autre extrémité du passage. Effectivement, là-bas, à l'une des dernières portes du couloir, résonna le bruit léger d'un loquet. Puis, tout redevint sombre et profondément silencieux. Le vieil homme se mit soudain à chanceler, comme s'il eût reçu un coup au cœur. Là-bas, à l'extrémité du corridor, là-bas, où le loquet avait bougé d'une façon révélatrice, là-bas. Là-bas, il n'y avait pourtant que les chambres de sa famille, l'appartement de 3 pièces loué pour lui et les siens. Sa femme, il l'avait laissée quelques minutes auparavant complètement plongée dans le sommeil. Donc une erreur était impossible. Donc cette forme féminine courant ainsi l'aventure et qui sortait d'une chambre étrangère ne pouvait être personne d'autre qu'Erna, sa fille qui avait à peine 19 ans. Le vieil homme frissonna de tout son corps, tellement il se sentait glacé d'épouvante. Sa fille Erna, cet enfant limpide et pétulante. Non, ce n'était pas possible. Il devait s'être trompé. Qu'aurait-elle donc fait là-bas, dans cette chambre étrangère, sinon... Il repoussa loin de lui, comme une bête mauvaise, sa propre pensée.
Mais la vision fantomale de cette forme fugitive s'accrochait impérieusement à ses tempes. Il ne pouvait pas s'en défaire, il ne pouvait pas échapper à son emprise, il lui fallait avoir la certitude. En soufflant, il tâtonna le long de la cloison du corridor, jusqu'à la porte de sa fille, qui était près de la sienne. Mais, horreur, c'est précisément là, précisément à cette porte dans le couloir, à cette unique porte qu'un mince fil de lumière tremblait à travers la jointure, et, par le trou de la serrure, se détachait un point blanc révélateur. À 4 heures du matin, elle avait encore de la lumière dans sa chambre, et, nouvelle preuve, voici que justement à l'intérieur de la chambre, le contact électrique craqua. Le fil blanc de lumière disparut totalement dans le noir. Non, non, ici il ne servait à rien de s'illusionner. C'était bien Erna, sa fille, qui pendant la nuit venait de quitter un lit étranger pour regagner le sien. Le vieil homme tremblait d'horreur et de froid. En même temps, une sueur envahit son corps et inonda ses pores. Son premier mouvement fut pour enfoncer la porte, et cette éhontée la rossait à coups de poing. Mais ses pieds vacillaient sous son large corps. À peine put-il trouver la porte de sa chambre et se traîner jusqu'au lit. Là, il se laissa tomber sur l'oreiller, tout étourdi, comme une bête qu'on vient d'assommer. Le vieil homme était étendu immobile sur sa couche. Ses yeux regardaient fixement dans l'obscurité. À côté de lui s'exhalait, insouciant et satisfait, le souffle de sa femme. Sa première pensée fut de la réveiller violemment et de lui annoncer l'effroyable découverte qu'il venait de faire, en criant ainsi toute la rage qui remplissait son cœur. Seulement, comment exprimer cela à haute voix par des paroles, cette chose épouvantable? Non, jamais, jamais ce mot ne pourrait franchir ses lèvres. Pourtant, que faire? Que faire? Il essaya de réfléchir, mais ses pensées voletaient pêle-mêle et aveugles, comme des chauves-souris. C'était en effet si monstrueux. Erna, sa tendre enfant, si bien élevée, avec ses yeux caressants. Combien de temps y avait-il qu'il la trouvait encore, en rentrant, occupée à lire son livre de classe et parcourant péniblement avec son petit doigt rose les lourds caractères d'écriture? Combien de temps y avait-il donc depuis l'époque où, à la sortie de l'école, il la conduisait chez le pâtissier, dans sa petite robe bleu pâle, et où il recevait son baiser d'enfant, de sa bouche encore toute ensucrée? N'était-ce pas hier que cela se passait? Non, il y avait déjà des années de cela. Mais avec quelle voix d'enfant hier encore? Oui, hier, véritablement, elle l'avait supplié de lui acheter ce sweater bleu et or qui, dans la vitrine, faisait chanter ses couleurs avec tant de vivacité. « Petit papa, je t'en prie, avait-elle dit en joignant les mains et avec ce rire joyeux et sûr de sa force, auquel il ne pouvait jamais résister. Et maintenant voilà qu'à 10 pouces de la porte paternelle, elle se glissait la nuit dans le lit d'un étranger et s'y roulait, ardente et nue. « Mon Dieu !» soupira malgré lui le vieil homme. « Quelle honte! Quelle honte! Mon enfant, ma tendre enfant, si choyée, avec n'importe qui. Avec qui? Qui seulement cela peut-il bien être? Nous ne sommes arrivés ici à Gardone que depuis 3 jours. Et avant, elle ne connaissait personne de ces fats tirés à 4 épingles, ni ce comte Ubaldi, à l'étroite figure, ni l'officier italien, ni ce gentleman rider mecklembourgeois. Ce n'est qu'en dansant le second jour qu'ils ont fait connaissance, et déjà l'un d'eux l'aurait... Non, il n'est pas possible que ce soit le premier. Non, cela a dû déjà commencer plus tôt, et je n'en savais rien. Je me doutais de rien, fou que j'étais. Oui, fou fieffé. Mais que sais-je donc d'elle, à vrai dire? Toute la journée je m'échine pour elle. Je reste 14 heures dans mon bureau, tout aussi longtemps qu'autrefois quand je voyageais avec ma valise d'échantillons. Je ne songe qu'à gagner de l'argent pour elle, de l'argent, afin qu'elles aient de belles robes et qu'elles soient riches. Et le soir, lorsque je rentre fatigué, accablé de lassitude, elles sont parties, soit au théâtre, soit au bal ou dans des sociétés. Que sais-je donc d'elles, et de ce qu'elles font pendant tout le jour? Je ne sais maintenant qu'une chose, c'est que mon enfant, la nuit, avec son corps pur, va trouver les hommes, comme quelqu'un de la rue. Ah, quelle honte! Le vieil homme soupirait sans cesse. Chaque nouvelle pensée déchirait davantage sa blessure. Il lui semblait que son cerveau était ouvert tout sanglant, et que des vers rouges le rongeaient. Mais pourquoi est-ce que je supporte tout cela? Pourquoi puis-je maintenant rester couché à me tourmenter tandis qu'elle dort à son aise, avec un corps impudique? Pourquoi ne me suis-je pas précipité tout de suite dans sa chambre, afin qu'elle sache que je connais sa honte? Pourquoi ne lui ai-je pas rompu les os? Parce que je suis faible? Parce que je suis lâche? Toujours j'ai été faible vis-à-vis d'elle. Je leur ai toujours cédé en tout. J'étais si fier de leur rendre la vie facile, alors que déjà la mienne était perdue. Avec mes ongles, j'ai ramassé de l'argent centime par centime. Je me serais laissé arracher la chair des mains rien que pour les voir contentes.
mais à peine les avais-je enrichies que déjà elle rougissait de moi. Je n'ai plus été assez élégant pour elle, trop peu cultivé, et où donc aurais-je pu acquérir de la culture? Dès l'âge de 12 ans, on m'a retiré de l'école et il a fallu que je gagne ma vie, toujours occupé du gain, uniquement occupé du gain. Porter des valises d'échantillons, voyager de village en village et puis aller de ville en ville comme représentant, avant que j'aie pu monter mon propre commerce. Et à peine était-elle au haut de l'échelle sociale, voilà qu'elles ne voulurent plus de mon vieux et honnête nom de brave homme. Il a fallu que j'achète les titres de Commissionsrat, de Geheimrat, afin qu'on ne dise plus Madame Salomonsson, afin qu'elle puisse jouer aux personnes distinguées. La distinction, la distinction. Elle riait de moi lorsque je les mettais en garde contre leurs airs affectés, contre la fine société qu'elles fréquentaient, lorsque je leur racontais comment ma mère, Dieu et son âme, menait son ménage tranquillement, modestement, rien que pour son époux et pour nous. Elle m'ont traité de démodé. « Tu n'es plus à la page, petit papa », disait-elle toujours en raillant. Oui, démodé, oui, et maintenant elle couche avec des hommes inconnus, dans un lit étranger. Mon enfant, mon unique enfant. Ah, quelle honte, quelle honte! La douleur fit pousser au vieil homme des soupirs si violents que sa femme se réveilla. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle tout engourdie par le sommeil. Le vieil homme ne bougea pas et retint son souffle, et il resta ainsi couché immobile dans le sombre cercueil de sa torture, jusqu'au matin, rongé par ses pensées comme par des vers. Le lendemain matin, à la table du déjeuner, il fut le premier arrivé. Il s'assit en soupirant, la nourriture lui répugnait. « Encore seul, pensa-t-il, toujours seul. Lorsque le matin je vais à mon bureau, elles dorment encore tous leurs sous, la paresse de leur dancing et de leur théâtre. Lorsque le soir je rentre, elles sont déjà dehors, à leur plaisir, dans des réunions. Là, elles n'ont pas besoin de moi. Ah, l'argent, le maudit argent les a gâtées. C'est lui qui me les a aliénées. Fou que j'étais, c'est moi qui l'ai amassé sordidement, tout en leur donnant des verges pour me fouetter. Je n'ai réussi par là qu'à me rendre moi-même plus pauvre et elles plus mauvaises. Pendant 50 stupides années, je me suis éreinté, je ne me suis pas accordé un seul jour de liberté, et maintenant, il s'impatientait peu à peu. Pourquoi ne vient-elle pas? Je veux lui parler. Il faut que je le lui dise. Il faut que nous partions d'ici tout de suite. Pourquoi ne vient-elle pas? Probablement, elle est encore fatiguée. Elle dort magnifiquement, la conscience en paix, tandis que moi, insensé, je me déchire le cœur. Et sa mère passe des heures à faire sa toilette. Il faut qu'elle le prenne son bain, qu'elle s'apprête, qu'elle se fasse manucurer et friser. Elle ne descend pas avant 11 heures. Après cela, est-ce étonnant? Dans ces conditions, que peut devenir une enfant? Ah, l'argent, le maudit argent! Derrière lui, un pas léger fit craquer le parquet. « Bonjour, petit papa. Bien dormi ?» Quelque chose s'inclina tendrement sur le côté, et un mince baiser effleura le front battant du vieil homme. Involontairement, il recula la tête. La senteur lourde et douceâtre du parfum l'écœurait. Et puis, « Qu'as-tu, petit papa? Encore de mauvaise humeur? »« Garçon, du café et ham and eggs. Mal dormi ou mauvaise nouvelle ?» Le vieil homme se contraignit. Il baissa la tête sans avoir la force de la regarder et il se tut. Il ne voyait que les mains de sa fille sur la table, les chères mains, nonchalantes et bien manucurées. Elles jouaient, comme de fins lévriers que l'on gâte, sur le blanc gazon de la nappe. Il tremblait. Son regard effleurait timidement les délicats bras blancs, ces bras d'enfant qui, autrefois, combien y avait-il de cela, l'avaient si souvent enlacé à l'heure du coucher. Il voyait la tendre courbure des seins que la respiration faisait palpiter librement sous le sweater neuf. Nue, nue, elle s'est vautrée avec un homme étranger, pensait-il avec indignation. Il a saisi, tâté, caressé, goûté tout cela. Il en a joui. Ma chair et mon sang, mon enfant. Oh, ce gredin d'étranger. Ah! De nouveau, il avait poussé un soupir sans s'en rendre compte. « Qu'as-tu donc, petit papa ?» fit-elle en se pressant vers lui d'un air caressant. « Ce que j'ai, sentait-il gronder intérieurement, une prostituée pour fille, sans que j'ose le lui dire. » Mais il se contenta de marmotter indistinctement. « Rien, rien !» Et il saisit hâtivement le journal pour édifier, avec les feuilles ouvertes, une palissade contre le regard interrogateur de sa fille, car il se sentait toujours davantage incapable de rencontrer ses yeux. Les mains du vieil homme tremblaient. « Maintenant, c'est maintenant qu'il faudrait que je lui dise, tandis que nous sommes seuls, » pensait-il douloureusement. Mais la parole se refusait à lui. Il ne trouvait même pas la force de la regarder en face. Soudain, d'un mouvement brusque, il repoussa son siège en arrière et d'un pas lourd il se réfugia dans le jardin, car il sentait que malgré lui, une grosse larme roulait sur sa joue.
et cela, il ne fallait pas que sa fille le vît. Le vieil homme aux courtes jambes errait dans le jardin, et il regardait fixement et longuement le lac. Bien que presque entièrement aveuglé par les larmes qu'il réprimait, il ne pouvait pas se défendre de constater combien ce paysage était beau. Derrière une fine lumière d'argent, élevant leurs vertes ondulations, hachurées de noir par les minces fûts des cyprès, brillaient les collines aux tendres couleurs, et, par-delà, plus raides, les montagnes contemplant gravement, mais sans arrogance, l'aimable charme du lac comme des hommes adultes regardent le jeu frivole d'enfants chéris. Avec quelle douceur tout cela s'étendait, et avec quel geste franc, varié et hospitalier. Quelle invitation à être bon et heureux, ce sourire éternel et surnaturel que Dieu répandait sur ces terres méridionales. Heureux! Le vieil homme balançait, tout déconcerté, sa tête devenue trop lourde. Ici, on pourrait être heureux. Pour une fois, moi aussi, j'ai voulu avoir ce bonheur. Pour une fois, sentir moi-même quelle est la beauté du monde quand on est sans souci. Après 50 ans d'écriture et de calcul, de marchandage et de trafic sordide, pour une fois aussi j'ai voulu jouir de quelques jours de sérénité. Une fois, une fois, une seule, avant que l'on m'enterre. À mon âge, 65 ans, mon Dieu, la mort vous a déjà mis une main au collet, et l'argent ne vous sert plus à rien, ni les docteurs. Je voulais auparavant respirer un peu à mon aise, pour une fois m'accorder une chose. Mais mon pauvre père me l'a toujours dit, les plaisirs ne sont pas faits pour nous, nous porterons notre fardeau sur le dos jusqu'à la tombe. Hier, j'avais pensé qu'une fois aussi, il me serait permis de goûter quelque bonheur. Hier, j'étais pour ainsi dire un homme heureux. Je me réjouissais de la beauté limpide de mon enfant. Je me réjouissais de sa joie. Et déjà Dieu m'a puni. Déjà il m'ôte tout. Car maintenant c'en est fini pour toujours. Je ne puis plus parler à ma propre enfant. Je ne puis plus la regarder dans les yeux. Tellement j'ai honte. Toujours je serai obligé de penser, que je sois à la maison, au bureau ou la nuit dans mon lit. Où est-elle maintenant? Où était-elle? Qu'a-t-elle fait? Jamais plus je ne pourrai rentrer chez moi en paix, voir qu'elle est là assise et qu'elle bondit au-devant de moi et que mon cœur s'épanouit à son aspect tout de jeunesse et de beauté. Quand elle m'embrassera, je me demanderai qui, hier, les a eu ses lèvres. Je vivrai toujours dans l'anxiété quand elle sera loin de moi, et j'aurai toujours honte quand je verrai ses yeux. Non, on ne peut pas vivre ainsi, on ne peut pas vivre ainsi. Le vieil homme chancelait tout en murmurant, comme un homme ivre. Sans cesse ses yeux se reportaient sur le lac, et sans cesse les larmes se remettaient à couler dans sa barbe. Il fut obligé d'enlever son pince-nez, et avec ses yeux mouillés et myopes, il était là si gauche, sur l'étroit chemin, qu'un apprenti jardinier qui précisément passait s'arrêta stupéfait, éclata de rire tout haut et décocha au vieillard décontenancé quelques mots de raillerie en italien. Cela tira le vieil homme de son vertige douloureux. Il remit son pince-nez et s'en alla à l'écart, se cacher n'importe où, sur quelque banc, hors de la vue des hommes. Mais à peine s'était-il approché d'un coin reculé du jardin, qu'un rire venu de sa gauche l'effraya de nouveau. Un rire qu'il connaissait bien et qui maintenant lui déchirait le cœur. Ce rire léger où débordait la joie de sa fille avait été pendant 19 ans la musique du vieil homme. C'est pour ce rire qu'il avait passé des nuits entières en chemin de fer, en 3e classe, allant jusqu'en Pologne et en Hongrie, uniquement pour pouvoir au retour leur donner de l'argent. Cet humus doré sur lequel s'épanouissait cette insouciante gaieté, c'est uniquement pour ce rire qu'il avait vécu et qu'il s'était torturé de labeur et d'inquiétude, jusqu'à en contracter une affection biliaire, uniquement pour que ce rire sonnât toujours sur cette chère bouche. Et maintenant, ce rire maudit lui déchirait les intestins, comme une scie brûlante. Et pourtant, malgré lui, le vieillard fut obligé de regarder. Elle était au tennis, faisant tournoyer sa raquette dans sa main nue, la lançant en l'air d'une souple articulation pour jouer, et puis la rattrapant. Et toujours en même temps que voltigeait l'instrument de jeu, ce rire exubérant fusait jusque dans l'azur du ciel. Les 3 messieurs la regardaient avec admiration. Le comte Ubaldi, en chemise mauve de tennis, l'officier dans un uniforme pincé qui serrait les côtes, et le gentleman rider avec ses brèches impeccables. 3 figures masculines au profil net, campées là telles des statues autour de la joueuse qui semblait voler comme un papillon. Le vieil homme regarda le jeu, séduit lui-même. Mon Dieu, comme elle était belle dans sa courte robe claire, et le soleil mettait une poussière d'or dans ses blonds cheveux. Et avec quel bonheur ces jeunes membres sentaient leur propre légèreté en bondissant et en marchant, enivrés et enivrant les autres par cette docilité aisée et rythmique des articulations.
Maintenant, elle jetait fièrement en l'air la balle blanche de tennis, puis une seconde balle et une troisième. C'était merveille de voir comment, se courbant et rattrapant les balles, la svelte tige de son corps de jeune fille se balançait, et ensuite se détendait comme un ressort pour saisir la dernière balle. Il ne l'avait jamais vue ainsi, tellement embrasée par les flammes de la joie, elle-même flamme blanche, fuyante et flottante, avec la fumée argentée du rire au-dessus de l'ardeur flamboyante du corps. Jeune déesse surgit à la façon de Pan, des lierres de ce jardin méridional, et du bleu tendre du lac miroitant. Jamais chez elle ce corps menu et nerveux, dans l'ardeur du jeu, ne s'était tendu avec une frénésie de danse aussi vive. Jamais, non, jamais il ne l'avait vue ainsi, dans leur ville morne, à l'étroit dans ses murailles, jamais il n'avait entendu, soit dans leur appartement, soit dans la rue, sa voix se dégager ainsi comme un air léger d'Alouette, de l'étouffement terrestre du gosier pour s'épanouir en une sérénité presque chancelante. Non, non, jamais elle n'avait été si belle. Le vieil homme la regardait fixement, devenu tous yeux devant elle. Il avait tout oublié. Il ne voyait que cette flamme blanche et fugitive, et il serait resté là à aspirer sans fin son image d'un regard passionné. Si, d'un preste mouvement sur elle-même, la jeune fille en bondissant toute haletante n'avait pas attrapé la dernière des balles avec lesquelles elle jonglait, après quoi elle la serra contre sa poitrine en regardant autour d'elle avec un rire plein de fierté, pouvant à peine respirer, tout essoufflé et transpirant de chaleur. Brava, brava, firent en applaudissant comme après un air d'opéra les trois hommes qui avaient assisté avec admiration à son adroite jonglerie. Ces voix gutturales réveillèrent le vieil homme de son engourdissement. Il les dévisagea avec colère. Les voilà, les brigands, disaient des battements de son cœur. Les voilà, mais lequel d'entre eux? Quel est celui des trois qui l'a eu? Comme ils sont finement habillés, parfumés et rasés, ces fainéants. À leur âge, nous autres nous étions assis au bureau, avec nos pantalons rapiécés, et nous éculions nos chaussures en visitant les clients. Peut-être qu'il en est encore ainsi aujourd'hui de leurs pères qui, pour eux, s'ensanglantent les ongles à force de travail. Mais eux se promènent de par le monde, volent au bon Dieu la sainte journée, ont de bruns visages sans souci et des yeux clairs pleins d'effronterie. Dans ces conditions, il est facile d'être frais et content, et on n'a qu'à jeter quelques paroles mielleuses à une vaniteuse enfant pour qu'aussitôt elle se glisse dans votre lit. Mais lequel des trois? Lequel est-ce? L'un de ces individus, je le sais, aperçoit à travers sa robe sa nudité et se dit en faisant claquer la langue. Celle-là, je l'ai eue. Il l'a tenue chaude et sans voile dans ses bras, et il pense, ce soir encore, elle sera à moi. Et il lui fait signe de l'œil. Ah, ce chien! Pouvoir le cravacher, le fouetter à mort, ce chien-là! Là-bas, on l'avait remarqué. Sa fille brandit sa raquette pour le saluer et elle lui adressa un sourire. Les hommes levèrent leur chapeau, mais il ne répondit pas. Il regardait toujours fixement, d'un œil injecté de sang et inondé de colère, la bouche joyeuse de sa fille. Comment peux-tu encore rire ainsi, fille éhontée? Mais l'autre, qui est là, en face d'elle, rit peut-être également en lui-même et pense. Le voilà, ce vieux nigaud de juif qui la nuit passe son temps à ronfler dans son lit. S'il savait, le vieux fou! Oui, je sais, vous riez, vous mettez votre pied sur moi comme sur un crachat. Mais la fille est excitante et belle, elle est facile et se précipite dans votre lit. Quant à la mère, elle est déjà un peu grosse, un peu trop astiquée, fardée et peinte, mais malgré tout, si on lui parlait, elle risquerait peut-être encore, elle aussi, une petite danse. Oui, vous avez raison, chien que vous êtes. Oui, vous avez raison. Si elles courent après vous, ces femmes en chaleur, ces femmes indignes, que vous importe qu'un autre en ait le cœur brisé, pourvu que vous y trouviez votre amusement, pourvu qu'elles y trouvent leur amusement, ces femmes éhontées, on devrait vous cravacher jusqu'au sang, on devrait vous abattre à coups de revolver. Mais vous avez raison, tant que personne ne fait rien, tant qu'on se contente de ravaler sa colère comme un chien son vomissement, oui, vous avez raison. Si l'on est lâche à ce point d'une lâcheté si écœurante, si l'on ne va pas empoigner l'impudente par le bras et vous l'enlever de force, si l'on se borne à rester là muet, la bile à la bouche lâchement, lâchement, lâchement. Le vieil homme eut besoin de se tenir au garde-fou, tellement son impuissante colère l'ébranlait, et soudain il cracha à ses pieds et sortit du jardin en titubant. Le vieil homme allait d'un pas lourd dans les rues de la petite ville. Il s'arrêta tout à coup devant une vitrine. Toutes sortes de choses à l'usage des touristes, chemises et filets, blouses et articles de pêche, cravates, livres et pâtisseries s'amoncelaient là, par un voisinage tout à fait fortuit, en pyramides artificielles et en étagères bariolées. Mais le regard du vieil homme ne se porta que sur une seule chose, qui était là, méprisée au milieu de cet assortiment d'élégance. Une canne d'alpiniste, épaisse et massive, renforcée par un bout de fer, lourde à la main, et quand elle touchait le sol, produisant un choc terrible. L'assommer le chien!
Cette pensée plongeait le vieillard dans un vertige trouble et presque voluptueux. C'est elle qui le poussa dans la boutique, où, pour peu d'argent, il acquit cette sorte de massue. Et à peine eut-il à son poing ce lourd objet, puissant et dangereux, qu'il se sentit plus fort. Toujours une arme donne à l'homme physiquement faible une plus grande assurance. Il sentait au contact du manche ses muscles se contracter avec plus de force. L'assommer, l'assommer, assommer le chien, se murmurait-il à lui-même. Et, sans qu'il s'en rendît compte, son pas qui trébuchait lourdement devint plus ferme, plus droit et plus léger. Il allait et venait le long du lac. Il courait même déjà, tout haletant de sueur, mais plus par suite du déchaînement de la passion qu'à cause de l'accélération de la marche. En effet, sa main se cramponnait toujours plus fiévreusement aux manches du gourdin. Avec son arme, il entra dans la fraîcheur ombreuse et bleuâtre du hall de l'hôtel, cherchant aussitôt, d'un regard irrité, l'invisible adversaire. Et, effectivement, dans un coin ils étaient là tous ensemble, assis sur les souples fauteuils de paille, suçant par de minces chalumeaux du whisky soda et s'entretenant gaiement dans la nonchalance d'une causerie mondaine, sa femme, sa fille et les inévitables particuliers. Lequel est-ce? Lequel est-ce? Pensait-il sourdement en serrant dans son poing le bout du lourd gourdin. Auquel d'entre eux dois-je fendre le crâne? À qui? À qui? Mais déjà Erna, se méprenant sur son air inquiet et investigateur, s'élançait au-devant de lui. Te voilà, petit papa, nous t'avons cherché partout. Pense, monsieur de Medwitz nous prend avec lui dans sa Fiat. Nous irons jusqu'à Desenzano en faisant le tour du lac. En même temps, elle le poussait tendrement vers la table, comme s'il devait encore adresser des remerciements pour cette invitation. Les hommes s'étaient levés poliment et lui tendaient la main. Le vieillard trembla, mais contre son bras se faisait sentir, douce et semblable à un stupéfiant, l'apaisante et chaude présence de sa fille. Sa volonté l'abandonnant, il prit l'une après l'autre les mains qui s'offraient, s'assit en silence, tira un cigare de sa poche et, les dents serrées, mâcha sa colère dans la chair molle du tabac. Par-dessus sa tête, la conversation tenue en français est dominée par le rire joyeux de plusieurs voix. Le vieil homme était assis, muet, penché en avant, et il mordait son cigare si fort que le suc brun en coulait sur ses dents. « Ils ont raison, pensait-il. On devrait me lancer des crachats. Voilà maintenant que je lui ai encore donné la main. À tous les trois, il est vrai, mais je sais bien que l'un d'eux est le gredin, et je suis là, tranquillement assis à la même table que lui. Je ne l'écrase pas, non. Au lieu de l'écraser, je lui donne poliment la main. Ils ont raison, tout à fait raison, s'ils rient de moi. Et dans leur entretien ne font-ils pas, moi présent, comme si je n'étais pas là, comme si déjà je gisais sous terre? Et pourtant, elles savent bien, elles deux, Erna et sa mère, que je ne comprends pas un mot de français. Toutes deux le connaissent, toutes deux, mais aucune ne m'adresse seulement un mot, pour sauver les apparences, uniquement pour que je ne sois pas là si ridicule, si affreusement ridicule. Pour elles, je ne suis qu'une billevesée, une vaine chose, un appendice désagréable, un objet gênant et ennuyeux, quelque chose dont on a honte et qu'on ne chasse pas loin de soi, simplement parce qu'elle rapporte de l'argent. De l'argent! De l'argent, ce misérable et sale argent, avec lequel je les ai pourris, de l'argent sur lequel repose la malédiction de Dieu. Elle ne m'adresse pas une parole, ma femme, ma propre enfant. Elles n'ont Dieu que pour ces fainéants, pour ces fats au visage glabre et aux beaux costumes. Elle leur rit, chatouillée, comme si la main de ces gaillards tripotait leur chair. Et moi, je tolère tout cela. Je suis là, assis à côté d'eux. Je les entends rire, je ne comprends rien à ce qu'ils disent, et pourtant je reste là, sur mon siège, au lieu de lever mon poing sur eux et de les assommer. Oui, au lieu de les écraser avec mon gourdin et de les séparer violemment, avant qu'ils ne commencent à s'accoupler devant mes propres yeux. Je permets tout cela. Je reste là, assis, muet, stupide, lâche, lâche, lâche. Vous permettez? Demanda alors en un allemand pénible l'officier italien, tout en saisissant le porte-allumettes. Alors, effarouché au milieu de ses fiévreuses pensées, le vieil homme sursauta, et il regarda d'un air irrité l'autre qui ne se doutait de rien. La colère était encore en lui toute brûlante. Un moment, sa main étreignit le bâton convulsivement, mais presque aussitôt sa bouche se tordit en une grimace qui disparut dans un ricanement insensé. « Oh, je permets, fit-il. » Sa voix avait pris un ton incisif. « Certainement, je permets. Je permets tout, tout ce que vous voudrez. Je permets tout, tout ce que j'ai n'est-il pas à votre disposition? Avec moi, on peut tout se permettre. » L'officier le regarda étonné. Ne connaissant pas bien l'allemand, il n'avait pas tout compris. Mais ce rire torve et grimaçant l'inquiétait. Le baron allemand eut un sursaut involontaire, et les deux femmes étaient devenues blanches comme de la craie.
Pendant un instant, l'atmosphère fut entre eux toute tendue et sans aucun souffle, comme dans le court intervalle qu'il y a entre l'éclair et le grondement du tonnerre. Mais ensuite, cette sauvage contraction du visage disparut. Le bâton glissa hors du poing convulsé, et comme un chien battu, le vieil homme se replia sur lui-même et tout sauta d'un air embarrassé, effrayé de sa propre hardiesse. En hâte, Erna, pour faire disparaître ce pénible état de tension, renoua la conversation interrompue. Le baron allemand répondit avec une gaieté visiblement affectée, et, au bout de quelques minutes, le flux qui s'était arrêté reprit son cours. Le vieil homme était assis au milieu des interlocuteurs, tout à fait étranger à leur présence. On aurait pu croire qu'il dormait. L'épais gourdin, échappé de ses mains, pendait sans but entre ses jambes. Sa tête s'inclinait toujours plus profondément sur la main qui la soutenait. Mais personne ne faisait plus attention à lui. Par-dessus son silence roulait la vague sonore de la conversation. Et, parfois, jaillissaient comme une écume, sur un joyeux mot plaisant, les étincelles des éclats de rire. Mais le vieillard restait immobile au-dessous de ces bruits, plongé dans d'infinies ténèbres, noyé dans la honte et la douleur. Les trois hommes se levèrent. Erna les suivit avec empressement, et sa mère plus lentement. Ils allèrent comme suite à une gaie proposition que quelqu'un avait faite dans le salon de musique, à côté, et ils ne crurent pas nécessaire d'inviter à les accompagner le vieillard qui était là lourdement affalé sur lui-même. Ce n'est que sous l'effet du vide, se produisant soudain autour de lui, qu'il sortit de sa torpeur, comme un dormeur qui se réveille effrayé par la sensation du froid lorsque la nuit, la couverture a glissé du lit et qu'un courant d'air frais passe sur le corps découvert. Involontairement, le regard du vieillard s'accrochait lourdement aux sièges abandonnés. Mais voilà que déjà tout près, dans le salon de musique, un jazz saccadé et entraînant se mettait à déferler avec violence, et il entendit des rires et des cris d'encouragement. Il dansait à côté. Oui, danser, toujours danser. Pour cela, elles étaient fortes, toujours s'exciter le sang, toujours se frotter lascivement les uns aux autres, jusqu'à ce que le rôti soit cuit. Danser le soir, danser la nuit, en plein jour, c'est avec cela que ces oisifs, ces paresseux appâtaient les femmes. Irrité, le vieil homme reprit son épais gourdin et se glissa vers le lieu où il se trouvait. Il s'arrêta sur le seuil de la porte. Le gentleman rider allemand était assis au piano, et à demi tourné pour pouvoir en même temps voir les danseurs, il déroulait sur les touches, sans partition et par à peu près un air américain en vogue. Erna dansait avec l'officier. Sa mère, massive et forte, était balancée rythmiquement en avant et en arrière, et non sans peine, par le comte Ubaldi, perché sur ses longues jambes. Mais le vieil homme n'avait d'yeux que pour Erna et son partenaire. De quelle façon ce lévrier posait avec légèreté ses mains caressantes sur les tendres épaules comme si cette créature lui appartenait tout entière. Comme le corps de la jeune fille, bercé et s'abandonnant, semblant se promettre, se pressait contre celui du cavalier. Comme les deux danseurs se confondaient presque l'un dans l'autre, sous ses propres yeux, avec une passion péniblement contenue. Oui, c'était lui, car dans ces deux corps ondoyants s'affirmait manifestement la flamme de leur union, l'ardeur d'une communion qui était déjà passée dans leur sang. Oui, c'était lui, ce ne pouvait être que lui. Il le lisait dans les yeux de sa fille, qui, mi-clos et pourtant brillant d'un vif éclat, reflétait dans ce balancement presque aérien le souvenir d'une jouissance plus ardente. Oui, c'était lui, ce ne pouvait être que lui. C'était lui le voleur qui, la nuit, saisissait et cambriolait frénétiquement ce qui maintenant se voilait à demi transparent sous la robe mince et ondoyante, son enfant. Involontairement, il s'approcha pour l'arracher des mains de cet homme, mais elle ne le remarqua pas. Tous ses mouvements étaient abandonnés au rythme, à la pression de son cavalier, du séducteur, qui l'assujettissait insensiblement. La tête penchée en arrière, la bouche ouverte et humide, toute ivresse et s'oubliant elle-même, elle voguait librement dans les flots voluptueux de la musique, sans sentir l'espace qui l'entourait, sans avoir conscience ni du temps, ni de la présence de cet homme, de ce vieil homme tremblant et soufflant, qui, le regard injecté de sang, la dévisageait fixement dans un fanatique transport de colère. Elle ne sentait qu'elle-même, ses jeunes membres suivant sans résistance le rythme bref de cette danse haletante et tourbillonnante. Elle ne sentait qu'elle-même, et que l'haleine d'un mâle la désirait, qu'un bras fort l'étreignait, que dans cette molle oscillation, il lui fallait faire tous ses efforts pour ne pas se précipiter sur lui avec des lèvres passionnées et avec l'ardeur brûlante et pénétrante du don de soi. Le vieil homme se rendait magiquement compte de tout cela, dans son propre sang complètement en révolution. Sans cesse, quand la danse éloignait Erna de lui, il lui semblait qu'elle disparaissait pour toujours dans l'abîme. Soudain, comme une corde en vibration qui se brise, la musique s'arrêta au milieu d'une mesure. Le baron allemand bondit. « Assez joué pour vous, dit-il en riant. Maintenant, c'est moi qui vais danser. »
Tous applaudirent joyeusement ces paroles. Les couples entraînés par la danse se dénouèrent, et il n'y eut plus là qu'un groupe de personnes pêle-mêle regardant le baron danser. Le vieil homme revint à lui. C'était le moment de dire quelque chose, au lieu de rester là, si décontenancé, dans une inertie misérable. Voici que justement sa femme passait devant lui, un peu essoufflée par l'effort de la danse, et pourtant toute chaude de contentement. La colère inspira au vieillard une résolution soudaine. Il s'approcha d'elle et lui dit d'une voix rauque et impatiente. « Viens, j'ai hâte de parler. » Elle regarda avec étonnement. Des perles de sueur mouillaient son front pâle, ses yeux avaient l'air égarés. Que voulait-il donc? Pourquoi précisément venir la déranger en ce moment? Déjà un mot dilatoire se formait sur sa lèvre, mais il y avait dans l'attitude de son mari quelque chose de si convulsé et de si menaçant que, se rappelant subitement l'éclat de tout à l'heure, elle le suivit à contre-cœur. « Excusez, messieurs, un instant, » dit-elle tout d'abord en français, en se retournant vers les hommes avec une mine de circonstance. « La voilà qui s'excuse auprès d'eux, » pensa avec mécontentement son mari irrité. « Auprès de moi, ils ne se sont pas excusés tout à l'heure, en se levant de table. Je ne suis pour eux qu'un bout de tapis que l'on foule aux pieds. Mais ils ont raison, si je tolère cela. » Elle attendait, en fronçant sévèrement les sourcils. Comme un écolier devant son maître, le vieil homme était là devant elle, la lèvre tremblante. « Eh bien, lui demanda-t-elle enfin, d'un ton impérieux. « Je ne veux pas, finit-il par balbutier désespérément, je ne veux pas que vous fréquentiez ces gens-là. »« Quels gens ?» fit-elle en ayant l'air de ne pas comprendre, et elle leva les yeux indignés comme s'il lui offensait elle-même. « Les gens qui sont là, fit-il en montrant de la tête baissée la direction du salon de musique. Cela ne me convient pas, je ne veux pas. Et pourquoi donc? Toujours ce ton inquisitorial, pensa-t-il avec irritation, comme si j'étais son domestique. Et nerveusement il balbutia. J'ai mes raisons bien déterminées. Cela ne me convient pas, je ne veux pas qu'Erna parle à ces gens-là, je n'ai pas besoin de tout dire. Dans ce cas, je le regrette, fit-elle, en refusant avec arrogance de déférer au désir de son mari. Je trouve que ces trois messieurs sont des personnes extrêmement bien élevées, et qu'ils représentent une bien meilleure compagnie que celle que nous avons chez nous. Une meilleure compagnie? C'est fainéant, c'est... La colère le serrait à la gorge d'une façon toujours plus intolérable. Soudain, il frappa du pied en disant « Je ne veux pas, je le défends. As-tu compris ?» « Non, » répondit-elle froidement, « je n'ai rien compris du tout. Je ne sais pas pourquoi je gâterais le plaisir de mon enfant. »« Son plaisir, son plaisir !» Et comme s'il eût reçu un coup, il chancela, le visage tout rouge et le front inondé de gouttes de sueur. Sa main tâta dans le vide, pour saisir le lourd gourdin, afin de s'y appuyer ou bien de le brandir. Mais il l'avait oublié. Cela le calma. Il se contraignit, une onde chaude effleura soudain son cœur. Il s'approcha de sa femme comme s'il voulait lui saisir la main. Sa voix se fit toute petite, presque suppliante. « Tu ne comprends pas. Je ne veux rien du tout pour moi. Je vous le demande seulement pour... C'est ma première prière depuis des années. Partons immédiatement d'ici. Partons pour Florence, pour Rome, pour l'endroit où vous voudrez. J'approuve tout à l'avance. Vous pouvez tout régler comme vous l'entendez. Seulement, partons d'ici, je t'en supplie. Partons aujourd'hui même. Aujourd'hui. Je ne peux pas supporter cela plus longtemps. Je ne peux pas. Aujourd'hui, fit-elle, tandis que son front se plissait d'étonnement et dans un mouvement de refus. Nous en aller aujourd'hui? Quelles sont ces idées ridicules? Et simplement parce que ces messieurs ne te sont pas sympathiques, tu n'es pas obligé de les fréquenter. Il restait là, les mains levées en guise de supplication. « Je ne puis pas supporter cela, t'ai-je déjà dit. Je ne puis pas. Ne m'en demande pas davantage, je t'en supplie. Mais crois-moi, je ne peux pas le supporter. Je ne le peux pas. Fais une fois quelque chose pour m'être agréable. Une seule fois. Pour moi. » Là-bas, le piano avait repris ses notes martelées. Elle le regarda, touchée malgré elle par le cri déchirant de sa voix. Mais quel air indiciblement ridicule il avait, ce petit homme obèse, le visage toujours rouge comme s'il allait être frappé d'un coup de sang, les yeux hagards et gonflés, les mains levées, frémissant dans le vide, au bout de ses manches trop courtes. Il était pénible de le voir ainsi, dans une attitude si pitoyable. Le léger sentiment de compassion qu'elle avait ressenti se figea dans ses paroles résolues. « C'est impossible. Pour aujourd'hui, nous avons dit que nous sortirions avec eux. Et puis, nous partirions demain alors que nous avons loué pour 3 semaines. Nous nous rendrions ridicules. Je ne vois pas le moindre prétexte à notre départ. J'en reste ici, et Erna aussi. Et moi, je puis m'en aller, n'est-ce pas? Ici, je ne fais que gêner votre plaisir.
Ces paroles rauques, comme un cri, coupèrent en deux la dernière phrase de sa femme. Le corps massif et penché du vieillard s'était redressé. Ses mains étaient devenues des poings, et sur son front tremblait d'un air menaçant la veine de la colère. Quelque chose voulait encore sortir de lui, soit parole, soit coup. Mais soudain, il se retourna d'un seul mouvement et courut en vacillant, d'un pas toujours plus rapide, avec ses jambes lourdes, vers l'escalier, et il en monta les marches comme quelqu'un que l'on poursuit. Le vieil homme soufflait en gravissant hâtivement l'escalier. Ah! S'il pouvait seulement maintenant être dans sa chambre, être seul, se maîtriser, contenir ses nerfs, ne pas faire quelque acte insensé. Déjà, il avait atteint le premier étage lorsqu'il lui sembla qu'une griffe brûlante, s'étant glissée dans son corps, lui déchirait les entrailles. Et, devenu blanc comme la chaux, il dut s'appuyer en chancelant contre le mur. Oh! Cette douleur furieuse qui le broyait et le dévorait comme une flamme. Il fut obligé de serrer les dents pour ne pas crier, et, tandis qu'il gémissait, son corps vaincu se pliait en deux. Aussitôt il comprit ce qui lui arrivait. C'était une crise biliaire, une de ces crises terribles qui l'avaient souvent tourmenté dans ces derniers temps, mais jamais encore en le martyrisant aussi diaboliquement que cette fois-ci. Pas d'excitation, avait dit le médecin, et, à cet instant, il se rappela ce conseil au milieu de sa douleur. Au milieu de sa douleur, il se rallia encore lui-même avec colère. C'est facile à dire, pas d'excitation. Il devait bien me faire voir un jour, monsieur le professeur, comment on s'y prend pour ne pas s'émouvoir quand on... Le vieil homme poussait des gémissements tellement la griffe torturait son corps. Avec peine, il se traîna jusqu'à la porte du salon, l'ouvrit brusquement et tomba sur le canapé, enfonçant ses dents dans les coussins. Dès qu'il fut ainsi couché, la douleur se relâcha un peu. Les ongles de feu ne s'enfoncèrent plus avec tant de férocité dans les entrailles cruellement blessées. Il faudrait une compresse, songea-t-il. Je devrais prendre des gouttes, car alors, chaque fois, j'éprouve comme un soulagement. Mais personne n'était là pour l'aider. Personne. Et lui-même n'avait pas la force de se traîner dans l'autre pièce ou seulement jusqu'à la sonnette. Il n'y a personne, pensa-t-il avec irritation. Quelques jours, je crèverai comme un chien, car je le sais, ce qui me torture, ce n'est pas la bile, c'est la mort qui se développe en moi. Je le sais, je suis un homme fini, et aucun professeur de faculté, aucune cure ne peut plus m'aider. À 65 ans, on ne guérit plus. Je sais ce qui me ronge et me mine, c'est la mort, et ces quelques années qui me restent encore ne seront plus la vie, mais simplement une agonie. Cependant, quand ai-je donc vécu? Vécu pour moi, pour moi-même. Quelle vie ai-je donc menée? Toujours uniquement occupé d'amasser de l'argent, de l'argent, de l'argent. Toujours rien que pour les autres. Et maintenant, à quoi cela me sert-il? J'ai une femme, je l'ai prise jeune fille. J'ai ouvert son ventre et elle m'a donné un enfant. Pendant des années et des années, on a respiré d'un même souffle, dans le même lit. Et maintenant, où est-elle? Où est-elle maintenant? Je ne reconnais plus son visage, je ne reconnais plus sa voix. Elle me parle comme à un étranger, et elle ne pense jamais à ma vie, à tout ce que j'éprouve, que je souffre et que je pense. Il y a déjà des années qu'elle m'est devenue tout à fait étrangère. Comment cela s'est-il fait? Où est notre passé? Et l'on a eu un enfant. Je l'ai vu grandir. J'ai cru que c'était là une seconde vie qui commençait, plus claire et plus heureuse que celle qu'on a vécue soi-même, et qu'ici-bas, on ne meurt pas tout entier. Et voilà que la nuit, cet enfant s'éloigne de vous, et va se jeter dans les bras des hommes. Je ne mourrai que pour moi-même, car pour les autres, je suis déjà mort. Mon Dieu, jamais je n'ai été aussi seul. La terrible griffe s'enfonçait parfois cruellement, et puis elle relâchait son étreinte. Mais l'autre souffrance battait toujours plus profondément dans ses tempes. Les pensées, ces cailloux durs pointus, implacables et brûlants, meurtrissaient son cerveau. Ah! Ne pas penser! Ne pas penser! Le vieil homme avait déboutonné vivement son veston et son gilet. Son corps ballonné tremblait lourdement, et comme une masse informe sous le gonflement de sa chemise. Avec précaution, il pressait de sa main l'endroit de la douleur. Je ne suis qu'une chair douloureuse, sentait-il. Je ne suis que cela, rien que ce morceau de peau brûlante, et cela seulement qui me ronge l'être. Cela m'appartient encore. C'est ma maladie, ma mort. Je ne suis rien d'autre. La chose que je suis devenue n'a plus rien de commun avec le Kommissariat que j'étais. Elle n'a plus ni femme, ni enfant, ni argent, ni maison, ni commerce. Ce que je sens avec mes doigts, mon corps, la combustion intérieure qu'il y a en lui et qui me fait souffrir, cela seul est pour moi la réalité. Tout le reste est folie, n'a plus de sens, car ce qui me fait mal ne fait mal qu'à moi seul. Ce qui m'inquiète n'inquiète que moi seul. On ne me comprend plus et je ne comprends plus les autres. On est tout seul avec soi-même. Jamais je ne m'en suis si bien rendu compte. Mais à présent, je le sais. À présent que je suis là, couché, et que je sens la mort croître sous ma peau.
Maintenant, trop tard, dans ma 66e année, au moment où je vais misérablement finir, maintenant, tandis qu'elles dansent et vont se promener ou se trémousser, ces femmes indignes, maintenant je m'aperçois que je n'ai vécu que pour elles-mêmes, sans qu'elles m'en sachent aucun gré, et jamais, pas une seule heure, pour moi-même. Mais pourquoi toujours me soucier d'elles? Qu'ont-elles encore de commun avec moi? Pourquoi penser à elles, elles qui ne pensent jamais à moi? Plutôt crever comme un animal que recevoir leur compassion. Qu'ai-je encore de commun avec elles? Peu à peu, reculant pas à pas, la douleur le quitta. Cette main infernale ne fouillait plus dans son corps martyrisé, comme une griffe embrasée. Mais il restait quelque chose de sourd, quelque chose qui ne méritait plus le nom de douleur, quelque chose d'étrange qui pesait sur lui et semblait creuser en son être une galerie intérieure. Le vieil homme gisait là, les yeux fermés, et toute sa force d'attention était concentrée sur ce qui le tiraillait et le consumait ainsi doucement. Il lui semblait que cette puissance étrange et inconnue creusait quelque chose en lui, d'abord avec un instrument aigu et puis maintenant avec un instrument plus émoussé. Il lui semblait que quelque chose se désagrégeait et se déliait fibre à fibre, dans l'intérieur invisible de son corps. Cela ne le déchirait plus sauvagement, cela ne lui faisait plus mal. Cependant, il y avait là quelque chose qui couvait et se corrompait silencieusement en lui, quelque chose qui commençait à mourir. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait aimé, passait dans cette flamme à la lente combustion, brûlant noir et fumeux avant de tomber effrité et carbonisé dans les cendres tièdes de l'indifférence. Quelque chose s'accomplissait. Tandis qu'il était ainsi couché et que, furieusement, il passait en revue son existence, quelque chose touchait à sa fin. Qu'est-ce qui se passait? Il était là, guetté et à épier en lui-même. Et peu à peu commença la destruction de son cœur. Il était là, couché, les yeux clos, le vieil homme, dans la chambre baignée de crépuscule. Il était encore à demi éveillé et déjà il rêvait à demi. Et voilà que mi-sommeillant, mi-veillant, il ressentit confusément de bizarres impressions. Il lui semblait que quelque part, d'une plaie qui n'était pas douloureuse et qu'il ne connaissait pas, quelque chose d'humide, quelque chose de brûlant, coulait doucement, sans bruit, vers l'intérieur de son être. Il lui semblait que du sang coulait dans son propre sang. Cet épanchement invisible, très faible, ne lui faisait pas mal. Comme des larmes qui coulent avec lenteur, tièdes et discontinues, ainsi tombaient les gouttes de sang, et chacune d'elles venait le frapper en plein cœur. Mais le cœur plongé dans l'obscurité, ne faisait entendre aucun son. Il absorbait en lui silencieusement ce flot étranger. Il absorbait comme une éponge. Il en devenait plus lourd, toujours plus lourd. Et déjà il y avait un gonflement. Déjà il y avait une enflure dans l'étroite structure de sa poitrine. Peu à peu, devenu plein et dépassant son propre poids, le cœur commençait à tirer légèrement vers le bas, à tendre les ligaments, à dilater les muscles bien tendus. Et, toujours douloureux, il pressait et pesait plus lourdement, devenu déjà une grosseur énorme et suivant la poussée de sa propre pesanteur. Et maintenant, comme cela faisait mal, maintenant ce lourd organe se détachait, maintenant il commençait à s'affaisser. Sans mouvement brusque, sans déchirure, tout lentement, il se détachait des fibres de la chair, tout lentement, non pas comme une pierre, non pas comme un fruit qui tombe, non, il se détachait comme une éponge pleine d'un liquide qu'elle a absorbé, il descendait plus bas, toujours plus bas, dans quelque chose de vide et de tiède, quelque part dans un espace sans nom qui est situé hors de lui-même, et qui ressemblait à une nuit vaste et infinie. Et brusquement, voici qu'un affreux silence se produisit à l'endroit où, tout à l'heure encore, se trouvait ce cœur chaud et coulant goutte à goutte. Il y avait là une fissure, un vide sinistre et glacé. On n'entendait plus de battements, on n'entendait plus de gouttes tomber. L'intérieur était devenu entièrement muet, tout à fait mort. Et, noire et creuse comme un cercueil, la poitrine frissonnante se bombait autour de ce néant incompréhensiblement muet. Cette sensation de rêve dans laquelle il se trouvait plongé était si forte et son trouble si profond que le vieil homme, lorsqu'il se réveilla, portant involontairement sa main au côté gauche de sa poitrine pour voir si réellement son cœur n'existait plus. Mais, Dieu soit loué, quelque chose battait encore, sourd et rythmique, sous le tâtonnement du doigt, et pourtant il semblait que ce n'était là qu'un battement étouffé, résonnant dans le vide, et que le cœur, lui, avait disparu. En effet, par un phénomène étrange, il avait l'impression que son propre corps s'était défait de lui-même. Aucune douleur ne le tiraillait plus, aucun souvenir ne crispait plus ses nerfs torturés. Tout, dans son être, était là muet, rigide et pétrifié. « Qu'est-ce que cela signifie ?» pensa-t-il. « J'ai été tellement tourmenté, il n'y a qu'un instant encore. Tout mon être était en feu, oppressé, et toutes les fibres de mon corps palpitaient douloureusement. Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il écoutait comme à l'intérieur de quelque chose de creux, pour voir si plus rien ne bougeait de ce qu'il y avait là tout à l'heure.
Mais cet épanchement et ce bruit, cet égouttement et ce battement étaient partis. Il avait beau écouter et écouter, rien ne résonnait, rien ne le tourmentait plus rien de douloureux. Sans doute, tout son être était maintenant vide et noir comme le creux d'un arbre consumé par le feu. Et tout à coup, il lui sembla être déjà mort, ou avoir quelque chose en lui de mort, tellement était sinistre ce silence dû à l'arrêt de l'écoulement du sang. Son propre corps, sous lui, était aussi froid qu'un cadavre, et il avait peur de le toucher avec sa chaude main. Le vieil homme écoutait toujours en lui-même. Il n'entendait pas les cloches du lac apporter chaque fois dans sa chambre les sonnantes heures, chacune d'elles enveloppée d'un peu plus de crépuscule. Tout autour de lui, la nuit s'étendait déjà. L'obscurité effaçait les objets dans l'espace, qui disparaissait lui-même peu à peu, jusqu'à la clarté du ciel aperçue dans le carré de la fenêtre qui s'éteignit complètement dans les ténèbres. Le vieil homme ne remarquait rien de tout cela. Toute son attention était concentrée sur la chose noire qu'il y avait en lui. Il ne faisait que tendre l'oreille dans le vide de son propre corps, comme s'il lui était enfermé dans sa propre mort. Enfin, dans la chambre voisine, on entendit des rires et de la gaieté. La lumière jaillit à côté. Un rayon passa à travers la porte qui n'était que poussée. Le vieil homme s'effraya. Sa femme, sa fille. Elles allaient le trouver sur ce lit de repos et l'interroger. Il boutonna à la hâte son veston et son gilet. Qu'avait-elle besoin de savoir s'il avait eu une crise? En quoi cela pouvait-il les regarder? Mais les deux femmes ne le cherchaient pas. Manifestement, elles étaient pressées. Le gong frappait impétueusement son troisième appel pour le dîner. Elles faisaient sans doute leur toilette. Le vieil homme, aux aguets, entendait par la porte ouverte le bruit de chaque mouvement. Elles ouvraient les tiroirs. Elles posaient sur les tables de toilette leurs bagues qui rendaient un son léger. Ensuite, des chaussures roulèrent sur le sol et, pendant tout ce temps, elles parlaient. Chaque parole, chaque syllabe atteignait l'oreille attentive du vieil homme avec une cruelle netteté. D'abord, elles parlèrent des messieurs de leur société, en se moquant d'eux, puis des petits incidents de leur promenade en automobile. C'étaient des phrases insignifiantes, et sans suite, qui se déroulaient pêle-mêle pendant qu'elles faisaient leur toilette, se baissaient et s'attifaient. Voici que soudain la conversation s'orienta sur lui. « Où est donc papa ?» avait demandé Erna, toute surprise de n'avoir pas pensé à lui plus tôt. « Comment le saurais-je » fit la voix de sa mère, qui prit aussitôt un ton chagrin en venant à cette question. « Il est probable qu'il nous attend en bas, dans le hall, et qu'il lit pour la 100e fois les cours de la bourse, dans la Gazette de Francfort, puisque, en dehors de cela, rien ne l'intéresse. Crois-tu qu'il ait seulement regardé le lac? Il ne se trouve pas bien ici, m'a-t-il dit à midi. Il voulait que nous partions aujourd'hui même. » Partir aujourd'hui même? Et pourquoi donc? C'était la voix d'Erna qui parlait ainsi. Je ne le sais pas. Qui pourrait comprendre ses pensées? Notre société ne lui convient pas. Ces messieurs lui sont visiblement antipathiques. Probablement qu'il sent lui-même combien il s'accorde mal avec eux. C'est vraiment une honte que sa tenue, ses vêtements soient toujours chiffonnés, son col défait. Tu devrais l'avertir, lui dire d'être un peu plus soigné, au moins le soir, puisque toi il t'écoute. Et ce matin, j'ai cru que j'allais me cacher sous terre en entendant son algarade quand le tenente lui demandait le porte-allumettes. Oui, maman, qu'est-ce que cela signifiait? Je voulais le questionner. Qu'est-ce que papa avait donc? Jamais je ne l'ai vu ainsi. Je suis vraiment effrayé. Bah, c'était de la mauvaise humeur. Probablement que les cours ont baissé, ou bien c'est parce que nous parlions français. Il ne peut pas supporter que d'autres soient contents. Tu ne l'as pas remarqué? Tandis que nous dansions, il était sur le seuil de la porte, comme un meurtrier caché derrière un arbre. Partir immédiatement, et cela uniquement parce que soudain cette lubie lui est venue. S'il ne se plaît pas ici, ce n'est pas une raison pour nous priver de nos distractions. Mais peu importe ses caprices, il peut dire et faire tout ce qu'il voudra. La conversation s'arrêta. C'est que sans doute, tout en parlant, elles avaient terminé leur toilette du dîner. En effet, la porte s'ouvrit, et maintenant elles sortaient de la chambre. Le contact électrique craqua et la lumière s'éteignit. Le vieil homme était assis, muet, sur le canapé. Il avait entendu chaque parole, mais, chose singulière, il ne ressentait plus aucune douleur. Ce qui, tout à l'heure, battait et le déchirait, cet atroce mouvement d'horlogerie était maintenant silencieux dans sa poitrine. Il s'était sans doute brisé. Rien ne tressaillait en lui, sous l'effet de la conversation qu'il avait surprise inopinément. Aucune colère, aucune haine. Rien. Il boutonna tranquillement ses vêtements, descendit avec précaution l'escalier et alla s'asseoir à la table où étaient les siens, comme si c'eût été des étrangers. Ce soir-là, il ne leur adressa pas la parole. Les deux femmes de leur côté ne remarquèrent pas ce silence, qui était hostile comme un poing fermé. Sans saluer, il regagna sa chambre, se mit au lit et éteignit la lumière. Ce n'est que beaucoup plus tard que sa femme revint d'une joyeuse causerie. Comme elle le supposait endormie, elle se déshabilla dans l'obscurité. Bientôt, il entendit son haleine lourde et régulière.
Le vieil homme, seul avec lui-même, fixait de ses yeux ouverts le vide illimité de la nuit. À côté de lui, quelque chose était couché dans l'ombre et respirait profondément. Il avait besoin d'un effort pour se rappeler que ce corps, qui buvait le même air de la même chambre que lui, était celui qu'il avait connu jeune et ardent, et qui lui avait donné un enfant, corps lié à lui par le mystère le plus profond du sang. Il était obligé de faire un effort toujours nouveau pour penser que cet être chaud et doux qui était à côté de lui et qu'il pouvait toucher de sa main avait été une vie dans sa vie. Mais par un étrange phénomène, ce souvenir n'éveillait plus en lui aucun sentiment, et le bruit de cette haleine ne se distinguait pas, pour lui, de celui que faisaient les petites vagues murmurantes qui claquaient en gloutonnant contre les cailloux de la rive et qu'il entendait par la fenêtre ouverte. Tout cela était devenu, pour lui, lointain et insignifiant. Ce n'était plus que quelque chose d'adventice, de fortuit et d'étranger. C'était fini, fini, fini pour toujours. Pourtant, il tressaillait encore une fois. C'était la porte de la chambre de sa fille qui, à côté, s'ouvrait doucement et insidieusement. Elle recommence donc. Et il sentit une petite douleur brûlante et lancinante dans son cœur qu'elle croyait déjà mort. Pendant une seconde, quelque chose vibra là, comme un air, avant de devenir tout à fait insensible. Et cela passa bientôt. Elle peut donc faire ce qu'elle voudra. En quoi me regarde-t-elle encore? Et le vieil homme retomba sur son oreiller. L'obscurité caressait plus mollement cette tempe douloureuse et déjà une fraîcheur bleue s'insinuait bienfaisante dans son sang. Puis un léger sommeil noya dans l'ombre ses sens tout émoussés. Lorsque le lendemain matin sa femme se réveilla, elle le vit déjà en pardessus et en chapeau. « Que fais-tu là » demanda-t-elle encore tout assoupie. Le vieil homme ne se détourna pas. Il continua impassiblement de ranger dans sa valise ses vêtements de nuit. « Tu le sais, je rentre chez nous. Je ne prends que l'indispensable. Le reste, vous pourrez me l'envoyer ensuite. » Sa femme fut saisie d'effroi. Qu'est-ce que cela signifiait? Jamais elle ne lui avait entendu une voix pareille. Chaque parole sortait glaciale et comme rigide entre ses dents. Elle se leva précipitamment en disant « Tu ne vas pas t'en aller? Attends, nous allons partir nous aussi. Je l'ai déjà dit à Erna. » Mais il fit vivement de la tête un signe négatif. « Non, non, ne vous dérangez pas. » Et, sans regarder derrière lui, il se dirigea en tâtonnant vers la porte. Pour presser la poignée, il lui fallut un instant poser sa valise sur le sol. Et, dans cette seconde toute vibrante, il se rappela que 1000 fois il avait ainsi posé à terre sa valise d'échantillons, devant une porte étrangère, avant de sortir en faisant au client une courbette empressée, et en se recommandant servilement pour des ordres ultérieurs. Mais ici, il n'avait plus d'affaires à solliciter. Aussi s'abstint-il de tout salut. Sans un regard, sans une parole, il reprit son sac de voyage et tira la porte comme une barrière sonore entre lui et sa vie passée. La mère et la fille ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Mais ce que ce départ avait de brusqué et d'étrangement résolu les inquiétait toutes deux. Aussitôt, elles lui écrivirent des lettres avec d'abondantes explications, supposant qu'il y avait un malentendu, des lettres presque tendres. Elles lui demandaient avec sollicitude comment il avait fait le voyage, comment il était arrivé, se déclarant soudain d'accord avec lui et prêt en tout temps à mettre fin à leur séjour. Il ne répondit pas. Elles écrivèrent avec plus d'insistance. Elles télégraphièrent. Aucune réponse ne vint. Seulement arriva de son bureau la somme qu'une des lettres avait demandée. C'était un mandat carte portant simplement le cachet de la firme, sans aucun mot, sans aucune salutation. Une circonstance si inexplicable et si blessante les fit accélérer leur retour. Bien qu'elles eussent annoncé leur arrivée télégraphiquement, personne ne les attendait à la gare. À la maison non plus, rien n'était préparé. Le vieil homme avait, comme les domestiques l'assurèrent, laissé distraitement la dépêche sur la table et il était parti sans donner aucune instruction. Le soir, elles étaient déjà à table lorsqu'elles entendirent enfin s'ouvrir la porte de la maison. Elles s'élancèrent au-devant de lui. Il les regarda avec étonnement. Il était visible qu'il avait oublié la dépêche, mais, dans l'expression de son visage, ne se lisait aucun sentiment particulier. Il se laissa avec indifférence embrasser par sa fille et conduire à la salle à manger, où il les laissa parler sans poser une seule question. Il fumait son cigare en silence, répondait parfois d'un mot sec, mais le plus souvent ne faisait pas attention à ce qu'on lui demandait, ni à ce qu'on disait. On aurait pu croire qu'il dormait les yeux ouverts. Puis il se leva lourdement et alla dans sa chambre. Il fit de même les jours suivants. En vain, sa femme inquiète chercha à avoir avec lui un entretien, mais plus elle insistait, plus il se dérobait. Quelque chose en lui s'était fermé, était devenu inaccessible. On eût dit que l'entrée de son âme avait été murée. Il continuait à manger avec elle, et quand il y avait du monde, à rester là, assis, pendant un certain temps, plongé en lui-même. Mais il ne s'intéressait plus à rien, et quand au milieu de la conversation les autres regardaient par hasard dans ses yeux, il éprouvait un sentiment pénible, à voir son regard mort glisser sur eux, sans avoir l'air de les apercevoir.
Même les personnes les plus étrangères remarquèrent la bizarrerie croissante du vieil homme. Déjà les gens qui le connaissaient, lorsqu'ils le rencontraient dans la rue, commençaient à se toucher le coude secrètement. Le vieillard, un des hommes les plus riches de la ville, passait là comme un mendiant, le long des murs, son chapeau de travers et tout cabossé, son paletot plein de cendres de cigares, vacillant presque à chaque pas, d'une étrange façon et le plus souvent soliloquant à mi-voix. Si on le saluait, il levait un regard effrayé. Si on lui adressait la parole, il dévisageait fixement et comme sans comprendre celui qui lui parlait et il oubliait de lui tendre la main. D'abord certains pensèrent que le vieil homme était devenu sourd, et ils répétèrent leurs paroles d'une voix plus forte. Mais ce n'était pas le cas, c'est qu'il lui fallait toujours un certain temps pour sortir du sommeil intérieur où il était plongé, et, même en pleine conversation, il retombait encore dans sa singulière hébétude. Alors, brusquement, ses yeux s'éteignaient, il rompait hâtivement l'entretien et il s'en allait en trébuchant, sans se rendre compte de la surprise de son interlocuteur. Il paraissait toujours être tiré d'un rêve obscur ou arraché à de nuageuses occupations qu'il avait avec lui-même. Les hommes, on le voyait, n'existaient plus pour lui. Il ne demandait de nouvelles de personne, et dans sa propre maison, il ne remarquait pas le morne désespoir de sa femme, ni les questions perplexes de sa fille. Il ne lisait aucun journal, ne prêtait l'oreille à aucune conversation, pas une parole, pas une question ne venait, ne fût-ce qu'un instant, percer le triste voile d'indifférence qui couvrait son être. Même le monde qui l'intéressait le plus, son commerce, lui devint étranger. Parfois, il venait encore s'asseoir à son bureau, apathiquement, pour signer des lettres, mais lorsque, une heure après, son secrétaire arrivait pour prendre la correspondance, il trouvait le vieil homme exactement dans la position où il était quand il l'avait quitté, rêvant, avec le même regard vide, au-dessus des lettres qu'il n'avait pas lues. Il finit par s'apercevoir lui-même de sa complète inutilité et il ne revint plus. Mais la chose la plus singulière et qui étonna le plus toute la ville, c'est que le vieil homme, qui n'avait jamais fait partie des fidèles pratiquants de la paroisse, devint brusquement très pieux. Alors qu'il se montrait indifférent à tout et qu'il était toujours inexact soit à table soit à ses rendez-vous, il ne manquait jamais de paraître au temple à l'heure ponctuelle. Là, en calotte de soie noire et avec sur ses épaules le manteau de prière, il se tenait toujours à la même place, celle occupée autrefois par son père, et il balançait de droite à gauche sa tête basse en psalmodiant. C'est là, dans cet espace à demi désert, où les paroles résonnaient étranges et sombres autour de lui, qu'il se trouvait le mieux, seul avec lui-même. Et une sorte de paix descendait alors sur son esprit troublé et correspondait bienfaisante aux ténèbres de sa propre poitrine. Mais si l'on récitait les prières des morts, et s'il voyait les parents, les enfants, les amis d'un défunt, dans l'émotion du devoir accompli, et avec des inclinaisons toujours répétées, adjurer la clémence divine en faveur du trépassé, ses yeux s'obscurcissaient souvent. Il était le dernier, il le savait. Personne ne dirait pour lui une prière, et ainsi il murmurait pieusement avec les autres. Mais ce faisant, il pensait à lui-même comme à un mort. Une fois, tard dans la soirée, alors qu'il revenait de quelques vagues sorties, la pluie se mit à tomber. Le vieil homme avait oublié son parapluie, comme toujours. Pour peu d'argent, il aurait pu certes prendre une voiture, ou bien il eût pu s'abriter sous une porte cochère, ou sous une marquise en attendant que l'averse fût passée. Mais cet homme étrange continua de marcher avec indifférence sous la pluie, de son petit pas vacillant. Sur son chapeau tout cabossé se forma une mare, qui se mit à suinter, tandis que de ses manches dégoûtantes de pluie coulait sous ses pieds un véritable ruisseau. Il n'y fit pas attention et trotta toujours presque seul dans la rue abandonnée. Et tout mouillé et tout ruisselant, plus semblable à un vagabond qu'au propriétaire de cette imposante villa qui l'attendait. Il atteignit l'entrée de sa maison précisément au moment où une automobile projeta au loin devant elle son fuseau de lumière, s'arrêta à côté de lui, non sans faire jaillir en reculant une boue liquide sur le piéton inattentif. La portière s'ouvrit vivement, et de la voiture éclairée à l'électricité descendit rapidement sa femme, suivie d'un élégant visiteur qui l'abrita sous son parapluie, puis d'un second monsieur. Juste devant la porte, ils se rencontrèrent. Sa femme le reconnut et elle fut effrayée de le voir ainsi, les vêtements dégoûtants d'eau et ayant perdu toute forme, tel un paquet que l'on aurait sorti de la rivière. Involontairement, elle se détourna. Le vieil homme comprit aussitôt. Elle avait honte de lui devant ses visiteurs. Et sans émotion, sans amertume aucune, pour lui épargner ce qu'aurait eu de pénible pour elle une présentation, il fit quelques pas de plus, comme un étranger, jusqu'à l'escalier de service et il s'y engagea humblement. À partir de ce jour, le vieil homme n'utilisa plus dans sa propre maison que l'escalier de service. Là, il était certain de ne rencontrer personne, et personne ne le gênerait. Il cessa également de se montrer à table. Une vieille servante lui apportait à manger dans sa chambre. Lorsque parfois sa femme ou sa fille essayait de pénétrer auprès de lui, il les repoussait en murmurant avec des gestes embarrassés et pourtant impossibles à surmonter. Elles finirent par le laisser seul.
On perdit l'habitude de s'occuper de lui, et lui ne s'occupait plus en rien de ce qui se passait dans la maison. Souvent filtrait jusqu'à lui, à travers les cloisons, le bruit des rires et de la musique provenant des autres pièces qui lui étaient déjà étrangères. Il entendait au dehors les voitures s'avancer devant la maison et s'en aller ensuite bruyamment, ce jusqu'à une heure avancée de la nuit. Mais tout lui était si indifférent que jamais il ne regardait par la fenêtre. En quoi cela l'intéressait-il? Seul le chien montait encore parfois auprès de lui et se couchait devant le lit de l'oublié. Il n'y avait rien de douloureux dans son cœur mort. Mais dans son corps, la noire taupe continuait de creuser et elle déchirait sanguinairement sa chair palpitante. Les crises se multipliaient de semaine en semaine. Enfin, la torture devint si grande qu'il obéit aux instances de son médecin qui exigeait la consultation d'un spécialiste. Le professeur qui l'examina prit un air grave. Avec de prudents ménagements, il déclara qu'une opération était indispensable. Mais le vieil homme ne fut pas effrayé. Il ne fit que sourire tristement. Dieu soit loué! Maintenant, ça allait être la fin de cette agonie. Maintenant arrivait la bonne solution, la mort. Il défendit au médecin d'en souffler mot à sa famille. Il se fit indiquer le jour et se prépara. Une dernière fois, il alla à son bureau, où personne ne l'attendait plus et où tous le regardèrent comme un étranger. Il s'assit encore une fois sur son haut et vieux fauteuil de cuir noir, où il avait passé pendant 30 ans des milliers et des milliers d'heures. Il se fit donner un carnet de chèques et il remplit un des feuillets. Il alla le porter ensuite au bourgmestre qui fut presque épouvanté par le montant de la somme. Elle était destinée à des œuvres de bienfaisance et à son tombeau. Pour se dérober à tout remerciement, il s'empressa de s'en aller en chancelant et ce faisant il perdit son chapeau. Mais il ne se baissa même pas pour le ramasser. Et, la tête nue, le regard triste dans son visage tout ridé et jauni par la maladie, il se rendit en trottinant, les gens le regardaient étonnés, au cimetière, sur la tombe de ses parents. Là, quelques oisifs s'étonnèrent de nouveau. Il parla longtemps et tout bas avec les pierres à demi rongées, comme on parle avec les humains. Est-ce qu'il annonçait aux siens sa venue prochaine, ou bien demandait-il leur bénédiction? Personne n'entendit les paroles qu'il prononçait. Seules les lèvres s'agitaient en silence, et sa tête branlante s'inclinait toujours plus profondément tandis qu'il priait. À la sortie, les mendiants se précipitèrent vers celui qu'ils connaissaient bien. Il prit à la hâte dans ses poches de la monnaie et des billets de banque. Et il avait déjà tout distribué lorsque vint encore une vieille femme toute ratatinée, qui avait été retardée par sa démarche clopinante et qui l'implora aussi. Tout troublé, il chercha partout et ne trouva rien, mais à son doigt, il sentit encore la pression d'un corps étranger et lourd, l'anneau de son mariage. Un souvenir passa sur lui. Il enleva hâtivement l'anneau et le donna à la femme stupéfaite. Et ainsi, n'ayant plus rien à lui, dépouillé de tout et seul, le vieil homme alla sous le scalpel. Lorsque le vieillard se réveilla une dernière fois de l'état de narcose où il était plongé, les médecins, voyant la gravité de sa situation, firent venir sa femme et sa fille qui, entre-temps, avaient été mises au courant. L'œil souleva avec peine les paupières entourées d'une ombre bleuâtre. « Où suis-je » semblait-il dire, en regardant fixement la blancheur inconnue d'un local qu'il n'avait jamais vu. Alors sa fille se pencha pour passer une main caressante sur le pauvre visage délabré. Et, soudain, la prunelle qui tâtonnait en aveugle eut un tressaillement comme si elle reconnaissait la personne qu'il y avait là. Une lumière, une petite lumière monta dans la pupille. C'était elle, son enfant, cet enfant infiniment aimé. C'était elle, Erna, la tendre et belle enfant. Lentement, très lentement, sa lèvre amère se desserra. Un sourire, un tout petit sourire, dont cette bouche fermée n'avait plus depuis longtemps l'habitude, apparut timidement. Et tout émue par cette joie pénible, Erna s'inclina davantage pour baiser la joue exsangue de son père. Mais soudain, était-ce le parfum douceâtre qui le fit se souvenir, ou bien le cerveau à demi engourdi se rappela-t-il le fatal moment qu'il avait oublié? Soudain, un changement terrible se fit sur les traits qui, un instant auparavant, paraissaient si heureux. Les lèvres décolorées se resserrèrent brusquement avec une furieuse hostilité, cependant que la main sous la couverture s'efforçait violemment de se soulever, comme pour chasser quelque chose d'importun, et que le corps blessé tremblait de colère. « Arrière! Arrière !» balbutia la lèvre pâle, comme un son inarticulé et pourtant intelligible. Et la répulsion se manifestait si violemment dans les traits contractés du vieillard qu'il ne pouvait pas se défendre que le médecin, pris d'inquiétude, écarta les femmes. « Il délire, murmura-t-il, et maintenant il vaut mieux que vous le laissiez seul. » À peine était-elle sortie que les traits convulsés se détendirent, inertes, dans un engourdissement inanimé. La respiration marchait encore sourdement. Toujours plus profond était le râle de la poitrine qui cherchait à aspirer l'air lourd de la vie. Mais bientôt, elle se fatigua d'absorber cette amère nourriture des hommes. Et, lorsque le médecin palpa le corps avec attention, le cœur détruit avait cessé de faire souffrir le vieil homme.